manque un ou deux établissements universitaires. Je vais revenir un petit peu plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire être membre? Qu'est-ce que ça donne? Nos partenaires connectivité, donc ça, c'est tout ce qui est le réseau de la recherche, donc pour les transferts de données. Donc, évidemment, pour connecter nos grappes de calcul, c'est plus rapide qu'une connexion Internet à la maison. Donc, on a de la connectivité à 100 gigabits seconde entre les différentes grappes de calcul au Québec et au Canada. Donc, c'est le risque au Québec et Canary au niveau canadien qui offre cette connectivité-là. Et évidemment, nos partenaires financiers aussi. Donc, on est financé par le gouvernement du Québec, principalement par les fonds de recherche du Québec et aussi au niveau fédéral via l'Alliance de recherche numérique du Canada et donc les fonds du gouvernement du Canada. Bon, je vais passer rapidement sur cette diapositive. Sonia a déjà parlé de mon parcours, donc ça fait tout près de 14 ans maintenant que je suis avec Calcul Québec. Je suis basé à l'Université Laval, mais en réalité, je travaille pour l'ensemble de Calcul Québec. Premièrement, c'est quoi la mission de Calcul Québec? Donc, on procure au milieu universitaire et à la communauté de recherche des environnements informatiques de pointe. On va revenir sur ce que ça veut dire. Ainsi que des expertises pour aider à l'avancement des connaissances dans toutes les branches du savoir. Donc, on aide aussi à la formation de personnel hautement qualifié, donc les étudiants, les professeurs, les professionnels de recherche pour qu'ils soient capables d'exploiter efficacement les systèmes informatiques modernes qu'on rend à leur disposition. Donc voilà pour la mission. J'ai parlé d'environnement informatique de pointe. Qu'est-ce que c'est? Donc, bon, il n'y a pas vraiment de définition officielle, mais ce que nous, on appelle informatique de pointe, c'est tout traitement informatique qui a une utilisation intensive des ressources et qui est limité par les ressources disponibles. Donc, qu'est-ce que c'est intensif, usage intensif de ressources? On parle de temps d'exécution qui peut être long, de calcul que l'ordinateur du laboratoire n'est pas assez puissant. Ça peut être du stockage, donc qu'on n'a pas suffisamment de stockage localement et qu'on a besoin de plus grande échelle. Ça peut être de mémoire, donc peu importe la ressource. Donc lorsque c'est trop limité à l'échelle locale, c'est là que nous, on entre en jeu. Donc, qui peut faire appel à ces services-là? D'abord et avant tout, c'est n'importe quel chercheur ou chercheuse d'une université ou d'un collège au Québec, pour Calcul Québec, mais au Canada. Donc, on est partenaire dans tout l'écosystème canadien. N'importe quelle discipline. Au final, il faut que ce soit pour un projet qui est admissible à du financement des fonds de recherche donc, que ce soit CRSNG, CRSH, j'oublie celui en santé, ou les FRQ au Québec. Donc, il faut que ce soit des projets qui sont admissibles à être financés pour la recherche. Et donc, c'est donc, les groupes de recherche vont faire appel à nos services si ça rentre plus sur l'ordinateur personnel, finalement. Donc, si vous avez déjà vu dans un laboratoire un post-it qui dit ne pas déranger, je suis en train de faire un calcul important, c'est signe que peut-être le groupe de recherche pourrait bénéficier de nos services. Ça peut aussi être pour faire du partage d'informations, en particulier à l'extérieur de l'établissement universitaire. Donc, souvent, les universités ont des services, mais qui s'adressent principalement à leurs chercheurs, chercheuses dans leur établissement. La collaboration avec les autres institutions, parfois, ça peut être difficile obtenir des comptes, des accès. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on facilite. En fait, les comptes doivent être parrainés par un chercheur, une chercheuse dans un établissement canadien, mais ça peut être des gens de partout à l'international qui ont un compte sur nos systèmes tant que ces personnes-là sont parrainées par quelqu'un au Canada. Euh, donc, qu'est-ce que Calcul Québec permet de faire? On a, comme je mentionnais au début, il y a des groupes de recherche dans tous les domaines, littéralement. Je vais
donner quelques exemples, en fait. On a eu beaucoup de simulations, par exemple, même avec Bombardier, qui ont utilisé nos ressources pour faire de l'optimisation de flot d'air, pour optimiser la portance des avions, réduire le bruit, pour développer des nouveaux modèles d'avions, par exemple. Il y a beaucoup de génomique qui se fait sur nos infrastructures, reconstruire des génomes pour identifier, par exemple, est-ce qu'un individu est porteur d'un gène pour une maladie, par exemple, pour avoir de la médecine plus personnalisée. Euh, c'est ce qu'on appelle le criblage in silico. Je suis pas bioinformaticien, donc criblage, je peux pas vraiment en parler. Euh, Hébergé érudit. Donc, érudit, vous avez possiblement entendu parler dans le domaine des bibliothèques. Donc, l'hébergement d'articles ou de bases de référence sur de la bibliométrie, finalement, pour les articles de recherche. Donc, ça, c'est hébergé sur nos infrastructures aussi. En passant, s'il y a des questions, Sonia, est-ce que tu veux qu'on les prenne pendant la présentation ou à la fin? Ou... Comme tu préfères. Mais je peux OK. surveiller le chat s'il y a quelque OK. chose. Donc, OK. si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je préfère l'adresser au moment où c'est pertinent. Euh, donc, on a aussi nos ressources ont été utilisées beaucoup au début de la COVID, en fait. Donc, pour tout ce qui est séquençage des coronavirus, pour savoir quelle souche était rendue la plus présente dans nos populations. Donc, tous les séquençages ont été faits via les infrastructures, les séquençages au Canada ont été analysés via nos infrastructures. Similairement, on avait un groupe de recherche qui faisait des modèles de prédiction épidémiologique pour informer la santé publique du Québec sur quelles mesures seraient plus utiles à prendre pour contrôler l'épidémie au Québec. Donc ça a été un moment en fait où on a pivoté de la recherche long terme pour devenir vraiment dans le day-to-day. Donc on a fait de la place aux groupes de recherche qui pouvaient avoir un impact réel au jour le jour sur ce qui se passait au Québec. Euh, j'ai donné surtout des exemples en génie, en bio, mais il y a aussi des chercheurs en musique, par exemple, qui font de la reconnaissance de partitions pour numériser des vieilles partitions. Il y a des chercheurs de plus en plus en humanité numérique qui viennent utiliser nos services, donc faire, par exemple, prendre des enregistrements d'entrevues, les transférer en texte pour ensuite les conserver ou les analyser. Donc, on a eu des projets avec des chercheurs, chercheuses en politique, en art, vraiment c'est tous les domaines qui peuvent utiliser nos ressources et de plus en plus, c'est ce qu'on voit. Euh, un portrait la dernière année, en fait de 2024 à 2025 de Calcul Québec, c'est environ 550 millions d'heures de calcul sur CPU, 7 millions d'heures de calcul sur GPU. Les petites bulles ici, par rapport à l'année précédente, donc il y a eu des diminutions, la raison étant que 2024-2025, c'est une année où on a décommissionné des grappes de calcul pour en installer des nouvelles. Donc, ça a été une année un peu charnière. Donc, on était en fin de vie de plusieurs grappes de calcul. On était en train d'en installer des nouvelles. Donc, c'est pour ça que le nombre d'heures de calcul a diminué d'à peu près 15-20% par rapport à l'année précédente. On s'attend qu'en 2026, ça fasse un rebond quand même assez significatif. Par contre, la communauté d'utilisateurs et utilisatrices ne cesse de croître. Donc, on a une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. On parle de 7500 environ utilisateurs dans 1800, 1700 groupes de recherche dans 37 établissements. Ça, c'est au Québec uniquement. Donc, on représente environ 20% de ce qui se fait à l'échelle nationale. Donc, multiplier ça par 5 pour à l'échelle du pays.
Euh, Calcul Québec, c'est aussi de la formation. Donc, on avait donné en 2024-2025 99 ateliers de formation. On n'avait pas prévu notre coût. On aurait bien voulu atteindre le 100, mais bon, on a donné 99. Ça a contribué à presque 600 diplômes universitaires et donc 70 stages postdoctoraux. Donc ça, c'est des étudiants qui ont mentionné finalement dans les articles avoir utilisé les ressources de Calcul Québec ou de l'Alliance pour obtenir leur diplôme. Et c'est aussi, et moi je dis surtout, parce qu'avec mon rôle, Calcul Québec, je suis vraiment dans le soutien à la recherche et je crois fermement que notre plus grosse richesse à Calcul Québec en termes de services, c'est les personnes qu'on a. Donc, c'est les experts, les expertes qui sont là pour aider les groupes de recherche. Donc, on a évidemment les serveurs, mais je crois que les personnes, c'est vraiment ce qui est essentiel parce que c'est pas nécessairement facile d'utiliser les serveurs de calcul et avoir du soutien pour les groupes de recherche. C'est vraiment essentiel. Donc, on a une équipe d'environ 70 personnes réparties dans une dizaine d'universités. Les principales étant évidemment McGill, l'UDM, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval. C'est là qu'on a le plus d'employés. Mais on a aussi des gens à la Polytechnique, à l'ETS, à Concordia. Il me semble que j'en oublie une. À l'UQAM. On a des plus petites équipes dans ces universités-là, mais on a quand même des gens qui sont présents. Et dans tous les cas, même si une personne est embauchée par McGill, par exemple, on aide la communauté de recherche au complet, peu importe l'institution. Donc, ça va vraiment plutôt selon l'expertise que selon est-ce que moi, je suis à l'Université Laval, j'ai pas de préférence pour aider les chercheurs à l'Université Laval. C'est certain que si on fait des événements en personne, ça risque d'être plus moi ou mes collègues de l'Université Laval qui vont se déplacer. Si, encore une fois, notre expertise est pertinente, sinon on peut déplacer quelqu'un d'une autre université pour avoir quelqu'un sur place. Un petit graphique de la croissance de notre communauté d'utilisateurs. Donc, depuis 2010, donc un tout petit peu avant que moi je me joigne à l'équipe, on était aux alentours de 500 utilisateurs, utilisatrices, 190 groupes de recherche. On a grosso modo fait x10 en 14 ans. Vraiment, on se demande à chaque année est-ce qu'on va atteindre un plateau et on dirait qu'il n'y a pas de plateau. Donc, il y a encore beaucoup d'espace pour la croissance. En termes d'évolution par domaine, ce qui est à gauche ici, c'est les domaines qui sont un peu plus traditionnels, c'est-à-dire qui utilisent des grappes de calcul, des serveurs, des superordinateurs depuis 2, 3 décennies. Donc, c'est ceux qu'on retrouvait au début des années 2000. Il y a une petite croissance, mais pas énorme si on prend en comparaison, par exemple, mathématiques et informatique. Ça, c'est toute l'explosion liée au domaine de l'intelligence artificielle. En 2010, on avait 47 utilisateurs et en 2024, on est à plus de 1000 utilisateurs dans ces domaines-là. Même chose, biologie et sciences de la vie. Donc, si on se souvient, le séquençage du premier génome internationalement, c'était en 2003. Donc, il y avait pas ou très peu d'utilisateurs dans ces années-là. Mais maintenant, ça a beaucoup augmenté. C'est parmi les domaines les plus actifs. Et dernier, mais non le moindre, sciences humaines et sociales, en fait, en pourcentage, on est passé de 5 à 172. Donc, c'est quand même fois 35 environ. En termes de pourcentage, c'est la plus grosse croissance. Donc ça, c'est, comme je mentionnais, vraiment, tous les domaines l'utilisent et ça, c'est de plus en plus, finalement. Euh,
je bascule un petit peu pour parler de à quoi représente le parcours d'une personne qui va utiliser les ressources. Donc, la première chose, ben, c'est d'identifier qu'on peut avoir besoin de ces ressources-là. Ensuite, il va y avoir une étape où est-ce qu'on doit créer un compte. Typiquement, créer un compte, il y a quelques validations qui sont manuelles, donc c'est pas aussi facile, disons, que créer un compte avec Google, un compte Gmail, ça se fait instantanément. Mais on parle de typiquement une journée ouvrable et le compte est ouvert. En fait, souvent, le délai vient plutôt du chercheur ou de la chercheuse qui doit approuver le compte, dans le cas des comptes parrainés. Donc, ça doit être approuvé par un professeur. Donc, parfois, le délai est plus de ce niveau-là. Ensuite, ce compte-là permet de se connecter sur n'importe quel graphe de calcul au pays. Donc, que ce soit les grappes de calcul au Québec ou en Ontario ou en Colombie-Britannique, c'est le même compte, les mêmes identifiants. Ensuite, la personne se connecte à son compte, doit préparer un peu qu'est-ce qu'elle veut faire. Donc, typiquement, ça va être de lancer un calcul. Donc, ça veut dire trouver les logiciels, charger les logiciels, télécharger les données. Donc, préparer finalement pour le lancement. Puis ensuite, bon, exécuter la tâche, récupérer les résultats par la suite. Euh, j'ai parlé surtout, puis en fait, la principale, le principal type d'infrastructure qu'on propose, c'est des grappes de calcul. Donc, c'est le flux que je viens de présenter. Donc, on transfère des données, on exécute une tâche, on récupère les données par la suite. Donc, ça, c'est ce qu'on propose en majorité. On propose aussi de l'info nuagique. Je vais en parler un petit peu plus dans les prochaines acétates. On a depuis 2 ans maintenant un ordinateur quantique dont je vais parler aussi. On a bon, du soutien spécialisé, du stockage. Si les gens sont moins à l'aise en interface, donc pour les grappes de calcul, ça passe souvent par une interface ligne de commande. On a des interfaces web pour proposer des notebooks pour quelque chose de plus interactif. Puis évidemment de la documentation et de la formation. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Calcul Québec, on ne fait pas de conseils en éthique. Donc, par exemple, si vous avez des données sensibles, des données privées, il faut toujours passer par vos conseils d'éthique de votre établissement pour savoir c'est quoi les précautions ou les options que vous avez le droit d'utiliser selon la sensibilité de vos données. On n'offre pas de conseils non plus sur le traitement ou l'analyse de données qui n'est pas relié avec l'utilisation de nos infrastructures. Donc, du calcul sur Excel sur votre ordinateur, par exemple. Euh, on ne peut pas vraiment aider pour faire ça. C'est vraiment pour du calcul à plus grande échelle. Euh, Au niveau des données, on a déjà eu des gens qui voulaient faire un backup de leur ordinateur. C'est vraiment, nos services sont dédiés à la recherche. Pour un backup d'ordinateur, il faut plutôt vous adresser au service de soutien, au service TI de votre établissement d'enseignement. J'ai marqué soutien à l'enseignement académique. Donc, on est financé principalement pour la recherche. On développe un petit peu du soutien pour l'enseignement académique. Je vais en reparler dans les dernières acétates. Euh, Donc, Calcul Québec, donc j'ai parlé uniquement de Calcul Québec jusqu'à présent. On travaille aussi en collaboration avec d'autres partenaires de d'autres régions et avec l'Alliance de recherche numérique du Canada, donc qui englobe le Canada au complet. Sur la carte, ici, ce que vous voyez, les points noirs, c'est les endroits où il y a des infrastructures. Donc, il y a un cloud à l'Université de Victoria. Il y a une infrastructure, une grappe de calcul majeure à l'Université Simon Fraser à Vancouver. Il y en a une à Waterloo, à l'Université de Waterloo en Ontario et une à l'Université de Toronto. Et il y a les infrastructures qu'on a au Québec qui sont principalement situées à l'ETS. Donc, on a notre salle de serveur principale est située à l'ETS. On a des salles secondaires à l'Université Laval et à l'Université de Sherbrooke pour certains types d'équipements.
Et les points verts, en fait, c'est là où il y a du personnel pour offrir le soutien. Donc, comme vous voyez, la majorité des établissements n'ont pas d'infrastructure de calcul, de grappe de calcul, mais ont du personnel pour offrir le soutien aux chercheurs locaux. Et on est habilité à aider les groupes de recherche, peu importe quelle grappe de calcul est utilisée. Moi, je peux aider un groupe de recherche du Québec à utiliser la grappe de calcul à Vancouver. Il n'y a aucun problème. Donc, on travaille vraiment en collaboration avec tous les sites. J'ai mis quelques liens utiles. Bon, le site web de Calcul Québec, puis donc ce sera dans les acétates qui seront partagés. Comment avoir accès donc comment se créer un compte finalement. Le lien vers nos activités de formation. Donc, Calcul Québec, on utilise Eventbrite comme plateforme pour s'inscrire. Et aussi des liens vers quelques liens vers le wiki, donc vers la documentation technique de l'Alliance. Si je parle un petit peu des infrastructures qu'on a ici au Québec, Calcul Québec, on a la particularité de toujours vouloir nommer nos infrastructures selon le nom de quelque chose qui peut nous donner un logo intéressant. On a eu, là, je l'ai mis en bas, on a eu Beluga, qui était la première grappe de calcul qui suivait ce pattern-là. Je l'ai mis en bas parce que Beluga est en fin de vie. Donc, on est en train de la décommissionner. Donc, Beluga a été installé en 2018, si ma mémoire est bonne. Donc, Beluga a 6 ou 7 ans. C'est typiquement, en fait, les garanties viennent sur 5 ans, typiquement, lorsqu'on achète une grappe de calcul. Donc, lorsqu'on est rendu à 6 ou 7 ans, on est vraiment en fin de vie. Donc, lorsqu'il y a des pièces qui brisent, qui doivent être changées, on ne peut plus vraiment les remplacer. Donc, Beluga a été remplacé par Rorcal, qui a été installé l'été dernier. On avait eu Narval qui a été installé entre-temps. Donc, c'est les trois principales grappes de calcul qu'on a eu, qui ont toutes été à l'ETS. On a aussi Monarch, qui est l'ordinateur quantique. Je vais en parler un petit peu plus dans les prochaines acétates. On a donc ça, c'est les grappes de calcul, c'est vraiment pour faire du calcul à grande échelle et c'est en mode file d'attente, c'est-à-dire on prépare une tâche, on la soumet, ça s'exécute dans les prochaines heures, prochains jours, donc c'est pas immédiat. On récupère les résultats par la suite. On offre des environnements info-nuagiques. Lorsqu'on parle d'info-nuagique, c'est principalement pour héberger des serveurs web, par exemple, ou héberger des plateformes qui doivent être en opération tout le temps, à tous les moments, et non pas seulement faire un calcul en mode non interactif. Et donc, on a les systèmes de stockage et les notebooks. Pour comparer un petit peu les infrastructures qu'on offre, donc à ce qu'on a sur un ordinateur personnel. Un ordinateur personnel, vous allez typiquement avoir 4 à 8 processeurs. 8, ça commence même à être un gros ordinateur personnel. Sur les grappes de calcul, une grappe de calcul est en fait composée de centaines, voire de milliers d'ordinateurs connectés en réseau. Sur un de ces ordinateurs-là, on parle entre 64 et 192 cœurs de calcul par rapport à 4 à 8. Et la grappe de calcul au complet, on est dans l'ordre du 200 000 cœurs de calcul. En termes de mémoire vive, sur votre ordinateur, vous avez probablement entre 8 et 32 gigs de mémoire vive. Sur les grappes de calcul, on est plus de l'ordre du 1 Tera, donc du 1000 gigs à voire jusqu'à 6 Tera de mémoire. Et encore une fois, à l'échelle de la grappe de calcul, si vous avez un calcul qui peut utiliser plusieurs nœuds de calcul, vous avez accès à des centaines de téraoctets de mémoire vive. Pour le stockage, c'est la même chose. Votre ordinateur, vous avez probablement un disque dur de l'ordre de 1 téraoctet. Sur les nœuds de calcul, il y a du stockage temporaire, qui est prévu pour être utilisé pendant la grappe de calcul, mais
On a du stockage qui est disponible à tous les nœuds de calcul, et là, on est de l'ordre de la centaine de pétaoctets de stockage, donc pour des jeux de données. En fait, on a des groupes de recherche qui ont une allocation de 2, 3, 4 pétaoctets, particulièrement en bioinformatique, qui ont des très gros jeux de données qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'espace. Donc, on est rendu vraiment à une autre échelle. S'il y a des calculs qui ont besoin d'accélérateurs graphiques, et c'est principalement l'intelligence artificielle de nos jours qui utilise ces outils-là. Donc, sur votre ordinateur, vous allez avoir une carte qui a été faite pour jouer à des jeux, principalement. Donc, les accélérateurs graphiques, c'est à ça que ça servait à l'origine. Sur les graphes de calcul, c'est des cartes des cartes professionnelles qui sont faites pour faire du calcul, et on en a de l'ordre d'un millier par graphe de calcul. Tout ça, donc, c'est beaucoup plus puissant que votre ordinateur. Ça vient avec deux désavantages, disons. Le premier, votre ordinateur, ben, vous y avez accès immédiatement. Les graphes de calcul, c'est en mode file d'attente. Donc, la raison pour ça, c'est qu'on ne veut pas que les graphes de calcul restent inutilisés. Donc, systématiquement, il y a toujours des calculs de différents chercheurs qui roulent, et il faut attendre qu'un calcul finisse pour en lancer un autre. Donc, il y a un système de file d'attente. Et nos graphes de calcul sont exclusivement Linux. Donc, si vous avez s'il y a des logiciels qui fonctionnent exclusivement sous Windows, là, ça peut être problématique. Euh, la façon dont une grappe de calcul est composée. Vous avez l'utilisateur ici sur son ordinateur qui se connecte par Internet, typiquement par un protocole qu'on appelle SSH. C'est aussi possible de se connecter via le navigateur de nos jours, donc via le web, qui se connecte sur une porte d'entrée, ce qu'on appelle un nœud de connexion. De cet ordinateur-là, l'utilisateur va écrire un script de tâche qui permet de décrire finalement c'est quoi le calcul qui doit être fait, qui va être soumis à l'ordonnanceur. Donc, c'est là la liste d'attente finalement. L'ordonnanceur, selon les ressources demandées, selon la disponibilité des ressources, va faire un horaire finalement de quand est-ce que ce calcul-là va être lancé sur les différents nœuds de calcul. Et bon, si vous êtes intéressé par voir les photos de ce à quoi ça ressemble, donc on a des photos de la salle à l'ETS. Bon, c'est plus ou moins intéressant de voir ces photos-là. C'est des cabinets de serveurs finalement. Donc c'est un empilement de différents serveurs. Euh, Calcul Québec, donc on a les serveurs, mais on a aussi une salle de calcul, une salle de serveurs qui est à l'ETS, qui a présentement une capacité de 2 mégawatts, et qu'on est en train d'augmenter la capacité. Vous voyez ici sur la photo, je ne sais pas si ça c'est Narval ou Rorcal, mais donc c'est une de nos grammes de calcul. Euh, il est 9h30, 10h30. C'est 1 heure, hein? On finit à 11h? OK. Euh, donc, j'ai parlé surtout la partie grappe de calcul. Si on parle un petit peu de nos services info nuagiques, c'est une architecture un peu différente. Donc, on se connecte encore une fois à partir de notre ordinateur via Internet. Mais ce qu'on se trouve à faire, c'est lancer des serveurs virtuels, donc des machines virtuelles qui sont actives en permanence, qui peuvent avoir accès à Internet, sur lequel on peut installer des serveurs web, des applications web qui sont faits pour servir d'autres utilisateurs. Donc, en comparaison, grappes de calcul qui n'ont généralement pas accès à Internet à partir des nœuds de calcul, que c'est un mode où on lance une tâche, ça s'exécute, ça finit, donc c'est fermé. Lorsqu'on parle de nuages, c'est vraiment des machines qui restent disponibles. Et donc, la partie serveur virtuel, la partie machine virtuelle, c'est le groupe de recherche
qui est en charge de le gérer. Donc, nous, on s'y met pas les mains. Donc, vous avez plein contrôle sur ce qui se passe dans ces serveurs-là. Ceci dit, il faut quand même suivre les bonnes pratiques de sécurité. Si nous, Calcul Québec, on fait des scans de sécurité périodiques. Si on trouve des failles, des failles importantes, on va demander au groupe de recherche de les corriger. Donc, ça demande quand même plus d'expérience pour gérer ce genre d'infrastructure-là de la part du groupe de recherche. Et nous, ce qu'on gère, c'est la couche en dessous, en fait, qui permet de lancer les machines virtuelles. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je parle beaucoup. Euh, Calcul Québec, c'est aussi un ordinateur quantique. Donc, on a Monarch depuis 2 ans environ. L'objectif est principalement d'explorer ce qu'on peut faire avec l'ordinateur quantique, donc le rendre disponible à la communauté de recherche et de voir qu'est-ce qui est possible de faire. Ce que vous voyez en fait, c'est vraiment des photos de l'ordinateur qui est dans la salle. Donc, le gros cube ici, en fait, c'est principalement pour protéger tout ce qui est à l'intérieur. À l'intérieur, on retrouve un cryostat. C'est essentiellement une grosse tank d'hélium liquide qui vise à refroidir l'ordinateur parce qu'un ordinateur quantique, ça opère à des températures près du zéro absolu. Et ce qu'il y a d'autre dans la boîte, c'est des pompes, des compresseurs, donc pour refroidir, du matériel de contrôle électronique aussi. Donc c'est très gros pour quelque chose qui est tout petit, donc la chip tient dans ma main. Euh, je vais sauter par-dessus cette slide-là. Ce à quoi ça peut servir, l'ordinateur quantique. Donc, il y a des promesses en termes de problèmes d'optimisation, de cryptographie, de simulation. Ceci dit, tout ça, c'est des promesses. Pour réussir à faire ce genre de choses-là, ça prendrait des centaines, voire des milliers de ce qu'on appelle des qubits. Présentement, on en a 24. Donc, on n'est pas à un stade où on peut faire ce genre de choses-là. Monarch, c'est vraiment un ordinateur dont le but, c'est d'apprendre à se servir d'un ordinateur quantique, d'apprendre comment ça fonctionne les algorithmes quantiques. C'est pas, il n'y a rien d'appliqué vraiment qui peut se faire sur un ordinateur à cette échelle-là. C'est vraiment dans un but d'apprentissage et de recherche qu'on héberge ça. Donc, c'est très expérimental. Si vous avez des groupes de recherche qui pensent qu'ils pourraient utiliser un ordinateur quantique, en fait, la première étape, c'est de faire une consultation avec nos analystes pour voir est-ce que c'est réaliste ou pas, pour pas perdre le temps du groupe de recherche. Un petit peu ramener les gens sur Terre. Souvent, on se fait plein d'idées par rapport à l'informatique quantique, mais à l'échelle qu'on est, on peut pas aller si loin. À Calcul Québec, on fait aussi de la gestion de données. Donc là, je réalise que c'est très petit, c'est pas nécessaire de lire tout ça. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est essayer de guider les groupes de recherche selon est-ce que vos données sont sensibles, très sensibles ou pas sensibles du tout. Quel service que vous pourriez considérer. Donc, est-ce que c'est approprié de stocker ça sur nos grappes de calcul ou pas, selon le niveau de sensibilité? Est-ce que vous devriez encrypter les données ou pas? Selon est-ce que vos données, ça a besoin d'avoir un backup ou pas? Donc on peut offrir des conseils en ce sens-là pour essayer de diriger les groupes de recherche vers le bon service de stockage. Est-ce que c'est un service dans votre institution? Est-ce que c'est nos grappes de calcul? Est-ce que c'est un OneDrive que nous, on exploite? Est-ce que c'est sur Google? Donc, on peut essayer de guider les groupes de recherche à ce niveau-là. Euh, c'est quelque chose qu'on fait pas depuis très longtemps, les conseils en gestion de données. Et nous, notre spécialité, c'est vraiment plus au niveau de la gestion des données actives. Donc, c'est les données qui sont sur nos grappes, qui sont utilisées pendant la recherche. La partie dépôt de données ou le plan de gestion de données, il y a des services au niveau de l'Alliance pour aider à faire ça. Mais nous,
les problématiques, en fait, qu'on rencontre avec les groupes de recherche, c'est vraiment au niveau de la gestion de données actives. Donc, justement, sur cette ci donc, nous, on est plutôt dans la partie donc, collecte, création, organisation, analyse de données, un petit peu dans la réutilisation, donc le partage. Mais il y a des outils offerts via l'Alliance pour la publication. L'archivage, c'est difficile parce qu'on n'est pas financé sur des 15 ans, 20 ans, 30 ans. Typiquement, lorsqu'on parle d'archivage, on parle de long terme. On est financé sur du 5 ans. Donc, c'est difficile de donner des garanties de disponibilité à très long terme. Euh, euh, mais donc, voilà, on collabore avec le reste de l'écosystème pour ces autres services-là. Des enjeux qu'on rencontre au niveau de la gestion des données actives. Souvent, les groupes de recherche, il y a une absence de structure pour leur équipe. Donc, on ne sait pas quel fichier est utilisé pourquoi, on ne sait pas comment c'est organisé. Puis quand je dis on ne sait pas, nous, on ne le sait pas, mais même le groupe de recherche ne le sait pas. Donc, un peu l'absence de structure formelle de dire aux étudiants, vous devriez organiser de telle façon, puis voici, donc adopter des standards, ne serait-ce qu'internes à l'équipe. Aussi, manque de planification de qu'est-ce qui arrive lorsque l'étudiant quitte le groupe. Donc, est-ce que les données appartiennent à l'étudiant? Est-ce qu'elles appartiennent au projet de recherche? Est-ce qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre, puis qui ont été prêtées avec certaines conditions? Donc, nous, notre position au niveau de Calcul Québec et de l'Alliance, ce n'est pas nous qui décidons. Donc, il arrive des cas où un professeur vient nous voir, mon étudiant est parti, est-ce que je peux avoir accès à ces données? Notre réponse, c'est on ne le sait pas. Il faut que quelqu'un de l'institution qui connaît le contexte, est-ce qu'il y avait un contrat entre l'étudiant l'étudiant et le chercheur? Est-ce que c'était un étudiant? Est-ce que c'était un employé? Donc, nous, on n'a pas cette information-là. Donc, on a besoin d'avoir quelqu'un de l'institution qui nous dise quoi faire. Donc, notre réponse par défaut, c'est non, on ne peut pas donner accès. Il faut escalader à quelqu'un à l'institution. Donc, évidemment, s'il y a des ententes préalables qui sont prises et qu'il y a de la documentation, ben là, ça peut faciliter les choses. Mais dans la majorité des cas, c'est malheureusement pas le cas. Euh, ça, bon, donc un autre problème, c'est la planification sur l'utilisation future. Donc, est-ce que les données doivent être détruites après un certain temps? Est-ce qu'elles peuvent être partagées? Est-ce qu'elles doivent être partagées? Donc, ça, cette planification-là, c'est parfois un problème qui est rencontré par nos groupes de recherche. Et d'une façon plus pratico-pratique, donc on a des grappes de calcul avec des stockages à l'échelle de 100 pétaoctets, ce qui veut dire qu'au final, il y a beaucoup de, disons, poubelles qui restent là. Donc des données, en fait, que s'il y avait eu une planification de qu'est-ce qui doit être conservé, qu'est-ce qui doit être supprimé, peut-être qu'elles auraient été supprimées, mais comme il n'y a pas cette planification-là, souvent, ben, il y a plein de données que, au final, elles sont peut-être pas pertinentes de conserver et qui finissent par remplir nos systèmes de fichiers. Et une chose qu'on doit savoir, c'est que nos systèmes de fichiers, plus ils sont pleins, moins ils sont performants. Et aussi, plus il y a de petits fichiers, moins ils sont performants. Donc, c'est des systèmes qui sont prévus pour avoir des gros fichiers. Donc, c'est le genre de problématique qu'on rencontre avec les groupes de recherche. Je voulais rementionner rapidement qui peut avoir accès à ces ressources-là. Donc, c'est d'abord et avant tout tous les professeurs universitaires ou au niveau cégep qui vont avoir ce qu'on appelle un rôle de chercheur principal dans notre base de données. Et ces personnes-là peuvent parrainer
que ce soit des étudiants, des stagiaires, des étudiants au bac, des étudiants en maîtrise, doctorat, postdoc, des collaborateurs externes. Ça ensuite, ça peut aller, ça peut être finalement n'importe qui contribue au projet de recherche. Les ressources qui sont disponibles par défaut, il y a une petite quantité de ressources qui est généralement suffisante pour un groupe de recherche qui commence à utiliser les ressources, les infrastructures de calcul numérique. Au-delà de ça, il y a une possibilité de demander des augmentations de quotas ou l'accès à des machines virtuelles via un simple courriel qui explique un petit peu c'est quoi la problématique. Il y a certaines limites qui sont plus élevées que ce qu'on offre par défaut à tous, mais qui sont pas extrêmement élevées. Pour des groupes de recherche qui ont vraiment besoin de beaucoup de ressources. Et pour ce troisième tiers, disons, il y a un concours annuel qui fonctionne un peu de la même façon que les concours de demande de subvention. Les demandes se déposent aux alentours donc à l'automne, septembre, octobre. Les résultats sont publiés en mars et sont implémentés en avril. Typiquement, ça a déjà décalé d'une année à l'autre, là. Comme l'année dernière, étant donné qu'on déployait des nouvelles grappes, on a décalé le début de l'implantation des nouvelles allocations en fonction des nouvelles grappes. Tout ça, c'est accessible sans frais pour la communauté de recherche. Qu'est-ce qui n'est pas gratuit pour la communauté de recherche? L'ordinateur quantique n'est pas gratuit. Nos séances de formation, typiquement, on a un ticket modérateur de 10 simplement pour que les gens qui s'inscrivent se présentent, que les gens ne s'inscrivent pas simplement parce qu'ils ont trouvé ça cool, mais qui n'avaient pas vraiment d'intérêt pour la formation. Et on peut offrir aussi des séances de formation spécialisées sur mesure, mais à ce moment-là, il pourrait y avoir des frais. On offre aussi de l'hébergement de ressources. Si vous avez un groupe de recherche qui a son propre financement qui vient de la FCI pour acheter des infrastructures, et typiquement, si c'est au-delà d'un certain montant, il va y avoir une condition de la FCI qui dit vous devez héberger ces infrastructures-là et les intégrer à ce que Calcul Québec offre. Simplement pour éviter que chaque groupe de recherche se recrée sa petite grappe de calcul indépendante dans un garde-robe de son laboratoire, là. Au-delà d'un certain montant, il y a des conditions qui viennent de la FCI pour intégrer avec nos infrastructures. Service à l'enseignement universitaire. Donc, j'ai dit que j'y reviendrai. Présentement, Calcul Québec est financé exclusivement pour soutenir la recherche. Donc, pas pour l'enseignement. Mais on sait très bien que si on veut aider les chercheurs de demain à utiliser les infrastructures, plus on les prend tôt dans leur cheminement, mieux c'est. On est conscient que c'est important et on veut offrir ce genre de ressources-là. Ce qu'on offre, on peut offrir des cours d'introduction à nos infrastructures, finalement, dans le cadre d'un cours académique. On peut soutenir. Est-ce que- ouais, OK. Euh, Désolé, j'aurais dû ajuster le texte. On peut soutenir principalement des cours de recherche et ce qu'on peut offrir aussi, en plus de cours d'introduction, on peut offrir des infrastructures de calcul qui sont qu'on déploie dans notre cloud, dans notre nuage, qui sont en tout point similaires à nos vraies grappes de calcul pour la recherche, mais à plus petite échelle. Si vous avez des cours qui ont besoin de faire des devoirs avec de l'intelligence artificielle
ou de la génomique ou de la modélisation, c'est possible de nous approcher pour ça. Il va falloir que ce soit une échelle restreinte, donc nos ressources sont pas très grandes pour ça, mais c'est quelque chose qu'on offre et on l'offre principalement pour des cours de recherche, donc typiquement ça va être des cours de deuxième, troisième cycle. Et non pas des cours au bac. Mais bon, selon le sujet du cours au bac, ça pourrait être possible aussi. Donc, comment ça fonctionne, ça? C'est ben, la première étape, c'est une demande à formation@calculquebec.ca. Donc, une description de c'est quoi le cours, c'est quoi les besoins. On va analyser est-ce que ça rentre dans ce qu'on peut offrir. Donc, ça pourrait permettre le déploiement d'une grappe pour le cours. On supporte de cette façon-là de l'ordre d'une vingtaine de cours par année dans les différentes universités au Québec. Et voilà. Donc, si aussi, s'il y avait des besoins de très grande ampleur, c'est possible d'aller chercher des ressources dans le cloud commercial, mais là, évidemment, il faut que ça vienne avec un budget. Donc, il va y avoir des coûts. On est en train de monter un dossier pour se faire financer par le ministère de l'Éducation pour offrir ce genre de service-là à l'enseignement pour les universités. Mais pour l'instant, notre financement vient exclusivement du ministère de la Recherche, le MEIE, donc le ministère de l'Industrie, de l'Économie, et non pas de l'éducation. Euh, je voulais toucher rapidement aussi comment on collabore avec les universités. Donc, les membres de Calcul Québec sont les universités. Chaque établissement peut avoir deux représentants. Typiquement, en fait, si vous voulez savoir qui est la personne qui vous représente sur les différents conseils de Calcul Québec, je crois que ces noms-là sont sur le site de Calcul Québec. Le conseil scientifique, le CA, le nom des personnes sont là. Le conseil d'administration, entre 11 et 15 personnes. On a des membres. On a les membres partenaires qui sont les cinq grosses institutions au Québec. Euh, non, pardon. Les membres partenaires sont les établissements académiques au Québec. Membres associés, ça peut être des groupes ou des centres de recherche qui ne sont pas associés à une université, mais qui sont financés quand même comme des centres de recherche. Quelques personnes indépendantes sur le CA. On collabore aussi via le personnel. Donc, en fait, la totalité de notre personnel est embauché par les établissements, par les universités. Donc, moi, ma paye vient de l'Université Laval. C'est financé par d'autres paliers, mais le lien ressources humaines, le lien RH est avec les universités. Il y a un conseil scientifique sur lequel chaque université, chaque membre peut nommer un représentant. On collabore avec les bureaux de la recherche pour le recrutement, pour l'hébergement de certains projets, avec les services TI aussi des universités, avec les bibliothèques pour tout ce qui est la gestion de données de recherche, bon, et avec les finances, évidemment, pour tout ce qui est budgétaire. Euh, Dernier message, c'est ma dernière étape, je crois, oui. Donc, si vous avez des questions, vous ne savez pas si on peut vous aider, vous ne savez pas si c'est pertinent ou pas pour vos besoins, on n'est qu'à un courriel de distance. Donc, support@Calcul Québec, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de soit répondre à votre besoin ou de vous réorienter vers une autre ressource si c'est ça qui convient mieux aux besoins de votre groupe de recherche.